Bonjour chers tous, bienvenue à votre émission Ma Santé, Ma Priorité. Ma Santé, Ma Priorité est une émission qui se passe sur Kaotal Media. À ce nouveau numéro, nous recevons le docteur Tilado Marie-Nicolas Tamolgo dans notre studio. Et docteur Tamolgo, soyez les bienvenus. Merci. Docteur Tamolgo, vous êtes un médecin traitant à la clinique médicale Convalet. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser à l'électrophorèse. Docteur, qu'est-ce que l'électrophorèse? Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de venir m'entretenir avec vous. Pour répondre à votre question, l'électrophorèse est un examen de laboratoire qui permet de séparer et d'identifier les différentes protéines qui sont présentes dans le liquide organique. Quand on dit liquide organique, il s'agit du sang, des urines, la salive, la sueur, le liquide céphalorachidien et autres. Maintenant, derrière l'électrophorèse, ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui permet de déterminer les différents types d'hémoglobine dans le sang. Et on en a plusieurs. On a l'hémoglobine A qui est normale, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C, l'hémoglobine E, ainsi de suite. Et quelle est l'importance, par exemple, pour deux conjoints, de savoir leur électrophorèse avant de se marier? D'accord. L'électrophorèse aide à déterminer des anomalies congénitales, c'est-à-dire des anomalies de structure et des anomalies de concentration. Et généralement, les anomalies de structure sont la drépanocytose, et autres. Les anomalies de concentration sont les thalassémies, par exemple. Faire une électrophorèse avant de se marier, c'est vraiment d'une grande importance parce que ça va permettre de dépister les anomalies en question. Ça va permettre au couple de faire un choix éclairé. Ça va permettre de prévenir la charge sociale et économique. Et ça va permettre aussi d'envisager d'autres options. Donc faire une électrophorèse avant de se marier n'est pas une simple formalité, c'est un acte de responsabilité. Et dans certains pays, c'est un examen qui est obligatoire avant un mariage civil ou religieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la drépanocytose? La drépanocytose, c'est la présence du gène S chez une personne. Et la drépanocytose proprement dite, c'est quand il y a les deux gènes, c'est-à-dire SS. Il y a une forme qu'on appelle SC, qui est une forme moins grave, mais potentiellement, moins sévère, mais potentiellement grave que les gènes SS. Hormis ces deux formes, les autres formes sont des porteurs sains. Donc ça veut dire, en faisant connaissant son électrophorèse avant de se marier, ça vous permet d'éviter d'avoir des enfants malades? Exactement. Maintenant, pour un couple qui ne peut pas faire l'électrophorèse et que le mari a un gène S et la femme a le gène C, quelles sont les conduites par exemple à tenir dans ce couple? Pour un couple dont le mari est AS et que la femme est AC, ce couple par exemple, ils ont 25% de chances d'avoir un enfant malade, 25% de chances d'avoir un enfant normal et 50% de chance d'avoir un enfant porteur sain. Mais est-ce que dans ces cas, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des couples vraiment qui ne rencontrent pas ce problème? C'est une question de probabilité. On a dit 25% de chance. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas prévoir. Dans certains pays développés, on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantation. Pour ceux qui font les fécondations in vitro. C'est-à-dire qu'on détecte les embryons qui sont malades et qu'on les détruit. Et on garde les embryons qui sont sains ou porteurs sains. Mais dans des cas par exemple que on détecte très tôt déjà que la femme enceinte, l'enfant qui est à l'intérieur rencontre des problèmes, est-ce qu'il y a des moyens vraiment pour aider ce fœtus-là? D'abord, tout va dépendre. Quand dans le ventre de la maman, c'est difficile de déterminer l'électrophorèse de l'enfant. Et ce qu'on appelle l'hémoglobine F.
et l'hémoglobine du fœtus. L'hémoglobine adulte apparaît après la naissance, rarement avant la naissance. Voilà. Mais si toutefois dans les pays développés, on peut le détecter en faisant ce qu'on appelle une ponction au niveau du cordon ombilical. C'est une ponction qui est faite sous échographie guidée. Mais si toutefois on arrive à détecter que le fœtus est porteur d'une anomalie, on évalue le risque. Si c'est un porteur sain, on rassure les parents que l'enfant qui va naître sera un enfant aussi normal que ceux qui sont porteurs du gène AA. C'est ce que vous voyez. Et si l'enfant sera drépanocytaire pur ou la forme moins sévère, SC, on peut aussi les conseiller une interruption de la grossesse si ils en veulent. Dans le cas contraire, si le couple décide de garder la grossesse, il y a ce qu'on appelle un suivi régulier, c'est-à-dire respecter les consultations prénatales, faire tous les bilans que les sages-femmes vont demander. Et à la naissance de l'enfant, les parents doivent être attentifs, c'est-à-dire surveiller régulièrement, savoir reconnaître les signes de danger et aller rapidement le plus tôt possible dans une formation sanitaire pour une prise en charge. Mais pour ces cas déjà vraiment que beaucoup de gens connaissent, ou bien les docteurs connaissent, je peux dire, est-ce qu'avant de prendre la grossesse là, est-ce qu'il y a par exemple des moyens ou bien des méthodes qu'on peut vraiment adopter pour ne pas tomber dans ce cas? C'est comme je vous l'ai dit, c'est difficile de déterminer l'électrophoreuse du fœtus. Si la maman est porteuse d'une anomalie, ce qu'on fait, la grossesse peut être un risque pour la mère. C'est ça que je disais plutôt. Il faut respecter les consultations prénatales, aller dans une formation sanitaire pour une prise en charge au moins de signes inhabituels. Il n'y a pas de méthode qu'on puisse faire pour que l'enfant soit normal. C'est sa constitution qui est là. Et quels sont les couples par exemple qui peuvent vraiment mettre au monde des enfants SS? Alors, il y a plusieurs combinaisons possibles pour qu'un couple puisse avoir un enfant malade. On a d'abord le couple AS, dont le papa est AS et la maman est AS. Ils auront 25% de chance d'avoir un enfant purement SS. Il y a le couple AS et SC. Ces couples aussi auront une chance d'avoir un enfant purement SS. SC. Là, le couple SS et SS, c'est-à-dire le papa est SS et la maman est SS. Là, les enfants même seront purement SS, 100%. Voilà. Et je vais savoir. Une dernière combinaison, il y a le couple AC et SC aussi également. Et ils auront un enfant malade SC. Et pour le couple dont l'enfant est ASS par exemple, quelles sont les conduites vraiment à punir pour aider l'enfant? Alors, c'est comme ce que je disais, la drépanocytose nécessite des consultations fréquentes, des soins réguliers et des hospitalisations également. C'est vraiment une charge économique et sociale. La drépanocytose entraîne ce qu'on appelle des anémies sévères, souvent chroniques, c'est-à-dire une anémie qui est constamment là, qui nécessite vraiment une prise en charge, soit en ambulatoire, soit en milieu hospitalier. Ça crée également des crises douloureuses, ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives, par exemple. Il y a des complications cérébrales, c'est-à-dire ces enfants sont susceptibles de faire des AVC. Il y a aussi, ces enfants sont exposés aux infections, c'est-à-dire les moindres facteurs de risque peuvent conduire à des complications graves. En période de poussière, c'est bien protéger les enfants pour que soit à l'abri des infections pulmonaires. En période de fraîcheur, c'est vraiment de les protéger contre le froid qui peut entraîner des crises douloureuses. Maintenant, quelle est l'espérance par exemple d'un enfant ASS par SS? Alors, concernant l'espérance de vie, l'espérance de vie varie énormément selon les cas. Ça varie selon la forme en question, l'accès au traitement, le suivi. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît dans un couple assez aisé et qui
a accès aux soins régulièrement, une bonne prise en charge, son espérance de vie peut atteindre, se situe entre 40 et 50 ans. Et dans les pays développés, on parle de 60 à 70 ans. Mais en Afrique subsaharienne, ici, se situe entre 50 et 40 et 50 ans en cas de bon suivi. En l'absence de suivi, l'espérance de vie ne dépasse pas 5 ans en général. J'ai déjà rencontré un couple en consultation dont le papa est AA et la maman AAC. Et l'enfant est AAC, qu'elle ne devait pas être en tout cas tout le temps malade. Mais à leur grande surprise, l'enfant manifeste comme un enfant qui a SS. Qu'est-ce qui explique cela? Un enfant AAC, de façon normale, ne devrait pas présenter certaines crises. Mais la forme, c'est une variation anormale. Donc si l'enfant n'est pas protégé, c'est tout à fait normal que l'enfant fasse des crises. Une fois que l'enfant est à l'abri de tous ces facteurs de risque-là, il n'y a pas de raison que l'enfant fasse des crises. En cas d'anomalie, par exemple une personne qui est AS ou AC, on peut doser la fraction dominante. C'est-à-dire c'est le A qui domine, c'est le C qui domine. Mais si tu as donné ton A à un enfant et que l'autre a donné son A, ces deux A sont normaux. Mais pour un couple de gens qui n'a pas fait les tests et qui vivent dans cette situation, quels sont les conseils que vous avez à leur donner? De façon globale, c'est d'abord faire l'électrophorèse le plus tôt possible, accompagné du groupe sanguin. Parce que ce sont deux examens vraiment très importants dans la vie du couple. Parce que si un enfant est malade, et ce couple peut, ce qu'on appelle ça, peut subir des tensions, c'est-à-dire des conflits à l'intérieur de façon répétée et des accusations réciproques. Le mari peut accuser la femme d'être la cause de cette situation, et la femme aussi peut accuser le monsieur. En ce moment, il n'y aura pas d'entente dans le couple. Mais plus vous connaissez le statut génétique de chacun, mieux vous vous supportez. Est-ce que, par exemple, il y a un centre de santé qui accompagne les cas de couples qui n'ont pas les moyens pour l'entretien de leurs enfants? À ma connaissance, je ne peux pas dire un oui, je ne peux pas dire un non. Parce que les enfants atteints de drépanocytose sont pris en charge dans la gratuité. Et généralement, à la pédiatrie Charles de Gaulle, il y a une unité en charge des enfants atteints de drépanocytose. Mais maintenant, une structure spécialisée privée ou autre public, je ne peux pas vous écrire la question. Nous tirons vers la fin de notre émission. Pour les conjoints qui veulent vraiment se lancer, quel message vous avez à leur donner pour qu'ils évitent vraiment ce phénomène? Alors, pour les futurs couples, je leur dirais tout simplement de faire tout leur possible, de réaliser les bilans pré-nuptiaux. C'est un ensemble d'examens qui permet de détecter certaines maladies chez le partenaire, d'avoir une décision responsable sur le mariage. Et le but n'est pas d'interdire le mariage. Ça, c'est vrai. C'est d'informer la souffrance qu'on peut éviter plus tard. Maintenant, si vous décidez de vous marier, c'est en toute conscience des risques. Voilà. Donc, il est très important de faire les bilans avant de se marier. Ça permet de prévenir la génération future. Ça, c'est vrai. Pour qu'on n'ait pas des d'éviter d'avoir des enfants qui sont malades, voilà, qui vous fatiguent économiquement et psychologiquement. On peut le dire. Les soins sont vraiment très coûteux en cas de maladie répétée. Les hospitalisations à la sortie, quand on vous tend les factures, c'est vraiment énorme. Ça, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas économiquement, disons, à l'aise, ça va poser un problème. Déjà, même la souffrance de l'enfant, même vous, ça vous fatigue. Exactement. Il y a une souffrance psychologique qui est là également. Chers internautes, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro.